Bonsoir à toutes et à tous. Dans le cadre de la convention entre l'Université de Lausanne et le Collège de France, nous avons l'immense plaisir d'accueillir le professeur Henri Laurens. Ce n'est pas la première fois qu'il vient dans notre campus, mais aujourd'hui, il vient nous parler de l'une des questions les plus épineuses de l'histoire contemporaine, la question de Palestine. Alors, il est très difficile de présenter Henri Laurens de manière exhaustive. Vous avez un lien. Il est historien, arabisant, titulaire de la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France depuis 2003. Outre son double parcours de formation en histoire et en arabe littéraire, Henri Laurens se distingue par une érudition rare qui se nourrit aussi bien de la fréquentation des archives et des livres que de ses expériences d'enseignement et de recherche au Koweït, en Égypte, en Syrie et ailleurs. Il est tout aussi délicat d'être exhaustif sur sa production. Henri Laurens a publié 32 ouvrages, plus de 80 contributions scientifiques sous forme d'articles, de chapitres, et ses travaux ont porté sur plusieurs thématiques, les origines intellectuelles de l'expédition d'Égypte et au-delà, l'orientalisme, la genèse de ce que l'on appelle le monde arabe, donc en tant que catégorie de savoir et de pouvoir, les relations entre l'Europe et l'islam, la guerre et la paix dans la région. Et dans cette œuvre colossale, la question de Palestine occupe une place très importante. Henri Laurens a publié une documentation précieuse dans ce titre-là, dans ce livre publié chez Lafon en 1998, Le retour des exilés, la lutte pour la Palestine de 1869 à 1997. Il a par ailleurs écrit 5 volumes sur la question de Palestine, plus de 4000 pages, pour lesquels il a obtenu le prix Gobert de l'Académie française en 2016. Alors, plusieurs éléments ont été mis en évidence dans cette œuvre impressionnante. L'érudition, l'ampleur et la solidité de la documentation, pour l'essentiel archivistique, mais au-delà, la sobriété du style sur une question de ce type et que certains décrivent comme impartial. La reconstruction fine de l'enchaînement des événements, y compris ceux qui peuvent apparaître comme triviaux, la restitution de points de vue des acteurs en présence, donc la multiplicité de ces points de vue, et surtout pour nous, ce qui est aussi très important, c'est l'explicitation des intrications entre histoire locale et histoire internationale. Et une chose aussi qui m'a énormément impressionnée dans le questionnement qui est présenté, qui va nous être présenté aujourd'hui, c'est le questionnement de l'exceptionnalité même du conflit. Donc, je donne la parole à l'auteur à la fin du premier tome qui dit « La Palestine est le lieu où se rencontrent tous ces produits de la modernité et la quête des origines. L'exceptionnalité du conflit est due à l'identité sous-jacente de cet espace que les uns appellent Palestine et les autres Eretz Israël, et qui n'est autre que la Terre sainte remise au premier rang des imaginaires mondiaux lors de cette immense créativité du XIXe siècle. De même que l'antisémitisme est radicalement différent de toutes les autres formes de racisme, de même que la question de Palestine est irréductiblement singulière par rapport à tous les autres affrontements de notre siècle, et probablement du suivant, parce qu'elle renvoie chez les gens de tradition juive, chrétienne ou musulmane à cette terre qui était sainte pour les religions et qui l'est devenue pour les nations au cours des 2 premiers siècles. Des derniers siècles, merci. Il m'écoute, hein. Je n'en dirai pas davantage, je voudrais juste conclure ma très brève présentation en évoquant tout l'intérêt que cette thématique a pour la faculté des sciences sociales et politiques. Elle est abordée dans plusieurs de nos enseignements, en histoire internationale contemporaine, en politique comparée, en sociologie des mobilisations,
psychologie sociale, en anthropologie. Elle a fait l'objet de thèses et de mémoires dans notre faculté. Et actuellement, une équipe de recherche dirigée par Guy Elcherot de l'Institut des sciences sociales travaille sur les mémoires plurielles dans les sociétés dites fragiles, dont la société palestinienne. Et cette équipe réunit à la fois des chercheurs suisses, burundais, sri-lankais, mais aussi palestiniens. Je m'arrêterai là et je remercierai, avant même la fin de sa présence parmi nous, du professeur Henri Laurence. Merci beaucoup. Merci, cher ami. D'habitude, quand je ne sais pas, j'ai des difficultés à présenter quelqu'un, je dis il n'est pas présentable. Et c'est ce qui permet de gagner du temps. Mais enfin, vous avez été trop gentil. Je vous remercie. Alors, vous avez déjà, en quelque sorte, un peu défloré mon sujet, puisque votre conclusion était le point sur lequel j'allais partir dans mon exposé d'aujourd'hui. Alors, d'abord, pourquoi je me suis intéressé à ce sujet? En gros, ce que j'ai essayé de faire à peu près dans tout mon travail, à partir de même labourage, c'est de faire de l'histoire comparée entre l'Europe et le monde occidental et le monde arabe et musulman, sur l'époque dite contemporaine, mais au sens large du terme, très large, puisque je commence en général aux alentours de 1750. Et comme principe, c'est que ça ne sert à rien de comparer des choses qui ne sont pas comparables, mais que par contre, on peut les saisir dans leurs intersections. Et donc, j'avais travaillé sur une série d'intersections, je continue de travailler sur des intersections. La première était celle de l'orientalisme, la seconde, tout le cycle de travail que j'avais fait autour de l'expédition d'Égypte, avant, pendant et après. Là, donc, la Palestine, c'était pour moi justement une histoire comparée, parce que c'était là où toute une série de mondes entraient en intersection. Et actuellement, le travail que j'ai commencé depuis quelques années, ce qui s'appelle les crises d'Orient, et reprend la question des intersections et de l'importance de la géopolitique dans la construction des sociétés dites du Moyen-Orient. Alors, pour en revenir, ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est, je l'espère en arrivant à tenir mon temps, d'apporter une approche plus ou moins thématique, mais en même temps plus ou moins chronologique, de cette question de Palestine, qui n'est pas l'histoire de la Palestine, c'est un autre sujet, l'histoire de la Palestine, puisque la question de Palestine essaye de prendre l'ensemble des acteurs dans leur interaction. Alors, comme on vient de vous le dire, derrière le mot Palestine ou terre d'Israël, vous avez une réalité simple, élémentaire, la Terre sainte. Et déjà, le simple fait qu'une grande question d'ordre international renvoie à la Terre sainte est une provocation par rapport à certains discours qui parlent du désenchantement du monde, puisque plus le monde se désenchante, plus on s'occupe de la Terre sainte, en quelque sorte. Alors pourquoi la Terre sainte? Ben, évidemment, vous connaissez l'ancrage biblique, pour commencer, ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, la promesse faite, le pacte, etc. Donc c'est la terre promise pour les Juifs. Ensuite, vous avez la Terre sainte chrétienne. Alors, cette Terre sainte chrétienne, la production non pas de l'époque du Christ, mais disons après la conversion de Constantin, quand la mère de l'empereur Constantin, l'impératrice Hélène, se rend à Jérusalem et tâche avec une équipe de chercheurs, si j'ose dire, de reconstituer le trajet terrestre du Christ. Et donc, à partir de ce moment-là, donc on est vers 320, 330, quelque chose comme ça, à partir du travail de l'impératrice Hélène, se fait donc toutes les localisations géographiques des lieux saints chrétiens, localisations qui renvoient donc au trajet physique du Christ. Alors, même si on a commencé sous Sainte Hélène,
ça continue encore au XXIe siècle, rassurez-vous, parce qu'on continue à produire du lieu saint chrétien. Deux exemples. Bon, les protestants, pour des raisons historiques, étant absents du Saint-Sépulcre. Il y en a certains qui considèrent que le Saint-Sépulcre est une erreur de localisation, qu'eux, ils ont trouvé le vrai sépulcre un peu plus loin, et donc ils le considèrent comme un lieu saint. Et encore plus récemment, enfin récemment aussi, le royaume hachémite de Jordanie, pour des raisons essentiellement touristiques, pour attirer des pèlerins, a réussi à faire reconnaître par l'Église catholique, par le pape qui s'en moquait, enfin qui ne voyait aucun inconvénient à le faire, le lieu où le Christ aurait été baptisé, ce qui permet d'avoir un lieu saint chrétien à l'intérieur de la Jordanie, et donc par conséquent de faire venir des pèlerins et des touristes. Donc vous voyez, en trentaine d'années, c'est un nouveau lieu saint qui a été ajouté. Et puis, vous avez la question qu'elle en oblige toujours, c'est la terre sainte des musulmans. Alors, c'est une question d'autant plus complexe que nous avons qu'une vision très fragmentaire de ce qui s'est passé dans le premier siècle de l'islam, puisque nos sources sont généralement postérieures au premier siècle de l'islam. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un ensemble de traditions qu'en arabe on appelle les Israéliyates, qui renvoient donc plutôt au contenu de la Bible, est entré dans la religion musulmane, y compris des localisations de lieux saints. Alors évidemment, ces Israéliyates peuvent être différés de ce que disent les textes bibliques. Par exemple, la Bible dit que Moïse est mort avant d'entrer en Terre Sainte, mais les musulmans savent où se trouve le tombeau de Moïse, à Jéricho. Et il y a un pèlerinage musulman, le Nabi Moussa, à Jéricho. Alors là, déjà, on commence à entrer dans le problème, c'est que les localisations bibliques faites par les musulmans ont été reprises par les juifs. Et donc, en conséquence, vous aurez contestation ou prise de pouvoir entre lieux saints musulmans et lieux saints juifs. Les deux plus célèbres étant évidemment l'esplanade des mosquées à Jérusalem, que les autres appellent le mont du Temple, et le tombeau des patriarches à Hébron, mais ça peut aller, par exemple, au pseudo-tombeau de Joseph, et à un certain nombre d'autres endroits, parce qu'en général, de toute façon, rassurez-vous, pour les archéologues contemporains, vous pouvez demander à mon ami et collègue Thomas Romer, qui vient encore souvent ici, je crois, que toutes ces localisations sont fausses. Sauf peut-être le mont du Temple, mais à peu près pour le reste. Alors, il va se produire à partir des lieux saints des phénomènes importants au XIXe siècle. Au XIXe siècle, d'un côté, vous avez une lutte de pouvoir entre les grandes puissances européennes qui passe par l'utilisation des clientèles religieuses à l'intérieur de l'Empire ottoman. Très grossièrement, la France soutient les catholiques et les Russes soutiennent les orthodoxes. Alors les Anglais essayent de soutenir les Juifs, mais ça ne marche pas trop parce que les Juifs les soupçonnent de vouloir les convertir au protestantisme, ce qui n'est pas faux. Et donc les Anglais finiront par protéger les Druzes, parce que toute personne ne s'intéressait aux Druzes, sinon eux. Mais de ce fait, la bagarre autour du contrôle des lieux saints entre les églises devient une bagarre entre des puissances internationales. Et comme vous le savez sans doute, une bagarre de moines à Bethléem entre moines orthodoxes et moines catholiques est à la genèse de la guerre de Crimée, qui commence en 1853 et qui dure jusqu'à 1856. Donc les lieux saints sont d'abord le symbole des combats, des luttes d'influence entre les puissances européennes dans l'Empire ottoman. Mais en même temps, la grande question du XIXe siècle, c'est l'existence de Dieu.
Et donc, on va utiliser les textes bibliques et les localisations archéologiques comme la preuve de la véracité de la Bible. Donc, vous aurez un énorme effort archéologique qui commence dans la seconde moitié du XIXe siècle, qui est de quelque sorte de trouver dans le paysage palestinien, ou de la Terre Sainte, la preuve que la Bible dit vrai, à un moment où, au contraire, les philologues s'acharnent à décomposer le texte biblique et en faire un texte historique. Et c'est là une question essentielle pour nous, puisque à partir du moment où vous prenez la Bible, non plus comme un texte religieux, comme un texte historique, vous transformez l'acteur de la Bible, qui est un acteur religieux, le peuple juif, en un acteur historique, donc politique, qui est le peuple juif. Et c'est donc cette opération qui a lieu au XIXe siècle, dont par exemple un des monuments est l'histoire du peuple juif, tout simplement, d'Ernest Renan, qui est la grande œuvre finale du professeur au Collège de France. Alors, dans tout ça, ça va expliquer le fait que, comme les lieux saints, c'est de la dynamite, l'Empire ottoman va créer une circonscription administrative spéciale pour gérer cela, qu'on va appeler le Sandjak de Jérusalem, qui sera distincte des autres provinces ottomanes de la région, avec toutes les recompositions géographiques. Mais en gros, dans la région, vous aviez une province de Syrie, pas de Damas, mais de Syrie, le vilayet de Souria, et le vilayet de Beyrouth. Par contre, le Sandjak de Jérusalem travaille directement avec le pouvoir central, ce qui implique que pour les questions fiscales, pour les questions juridiques, etc., les habitants du Sandjak de Jérusalem reviennent travailler, enfin vont travailler à Jérusalem, voir les autorités à Jérusalem, le gouverneur à Jérusalem, le conseil provincial de Jérusalem, et ainsi de suite. C'est-à-dire que pour la première fois depuis 15 siècles, enfin, près de 13 siècles, disons, Jérusalem redevient la capitale de la région. Parce qu'en général, dans l'histoire des 2 derniers millénaires, cette région est plutôt gouvernée du littoral et non pas de Jérusalem. Et ce Sandjak de Jérusalem, il est appelé tout de suite par les Européens Palestine. Par exemple, le consulat de France à Jérusalem s'appelle consulat de France en Palestine, et c'est la même chose pour les Anglais et pour les autres puissances européennes. Et le mot Palestine aussi revient dans l'usage courant. Par exemple, on voit dans la correspondance des gouverneurs de Sandjak, à partir du début du XXe siècle, qu'ils utilisent indifféremment Palestine à côté de Sandjak de Jérusalem. Et par exemple aussi, au début du siècle, à Jaffa, vous avez un journal El Palestine qui montre que le mot Palestine est devenu quelque chose. Alors, ce Sandjak de Jérusalem, ce n'est pas la Palestine mandataire. La Palestine mandataire, elle sera créée en annexant au Sandjak de Jérusalem ce qu'on appelle les Casas, les arrondissements du Nord, qui sont Haïfa et Naplouse, avec une fixation d'une frontière par les autorités franco-britanniques, mais sur la base d'un atlas biblique fait par un révérend père écossais qui s'appelait Adam Smith. Et donc c'est sur la base de la Bible que le tracé des frontières a été fixé, entre autres à San Remo, enfin dans les conférences de 1920. Et par convention, en général, on utilise les limites de la Palestine mandataire pour faire les analyses rétrospectives pour les périodes antérieures. Mais c'est une convention, parce que c'est évidemment absurde de discuter de la situation en 1860 dans les limites de 1920. Mais c'est en général ce que font les historiens. Alors, vous avez, de ce point de vue, 2 terres qui on va rencontrer tout de suite et qui un des éléments du problème. C'est que vous avez une terre religieuse, une terre sainte.
Et cette terre religieuse, c'est une terre sacrale qui est définie d'abord par des lieux, des points, des sanctuaires. Et d'autre côté, vous avez une terre matérielle dont les gens vont essayer de la contrôler. Et toute l'histoire du conflit va passer de l'alternance entre la terre matérielle et la terre sacrée. Et par exemple, en 1929, les émeutes dites du mur des lamentations renvoient à la terre sacrée. Par contre, 1936, c'est sur la terre concrète, et ainsi de suite. La première intifada, c'est sur la colonisation, donc la terre concrète. La seconde intifada démarre à Al-Aqsa, donc c'est la terre religieuse. Et là, il faut comprendre que contrairement, je prends l'exemple français parce que je n'ose pas m'aventurer dans les références suisses, vous avez deux formes de sacré. Vous avez un sacré religieux et un sacré national. Et en général, en Occident, les deux sacrés sont séparés. Pour les Français, il y a Notre-Dame, il y a la cathédrale de Reims, ça c'est le sacré religieux, et puis vous avez l'Arc de Triomphe, le monument aux morts, le soldat inconnu, etc. C'est le sacré profane. Dans cette région du monde, les deux sacrés sont confondus. Ce qui fait que les chocs les plus durs auront lieu sur des sanctuaires qui sont à la fois considérés comme sacrés du point de vue religieux et comme sacrés du point de vue national, comme le mont du Temple, esplanade des mosquées, ou le tombeau des patriarches à Hébron. Alors maintenant, le second point, c'est l'enjeu sur le terrain. L'enjeu sur le terrain, bon, ce serait compliqué à expliquer, mais en gros, ça s'appuie sur une carte agraire de la fin du 19e siècle qui est elle-même le produit des mutations écologiques du petit âge glaciaire qui est en Méditerranée entre 1550 et 1850. Autrement dit, sous le petit âge glaciaire, et c'est valable pour l'ensemble de la Méditerranée, les paysans méditerranéens ont abandonné les zones de basse altitude parce qu'elles étaient régulièrement inondées pour s'établir sur les hauteurs, puisque quand on est haut d'une colline, on risque moins d'être inondé, ce qui est une sagesse des nations. Et vous retrouvez ça sur l'ensemble de la Méditerranée. Ce qui fait que quand les premiers colons juifs arrivent à partir de 1880, les terres disponibles sont des terres de basse altitude. Et en revanche, là où vous avez le réseau dense des villages palestiniens, c'est dans une grande Cisjordanie par rapport à celle d'aujourd'hui, où vous avez un village tous les 2 ou 3 kilomètres et où il n'y a pas une terre disponible. Et donc, vous pouvez remettre pratiquement côte à côte la carte des systèmes agraires issus du petit âge glaciaire avec celle de la colonisation juive avant 1948. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'en 1880, une région pourrait paraître sous-peuplée, compte tenu que dans les limites de la Palestine mandataire, vers 1860, on estime la population totale à environ 350 000 personnes. Disons tout de suite que ces 350 000 ont à peu près aujourd'hui 8 à 9 millions de descendants. Donc ça vous donne à la fois le fait qu'en 1860, ça peut paraître sous-peuplé, mais le fait aussi que très rapidement, ça va paraître surpeuplé. Et c'est ce dont les Anglais se rendront compte sous le mandat, au début des années 1930, après les émeutes de 1929, où ils vont découvrir qu'il n'y a pas de terre disponible en Palestine parce qu'il y a des dynamiques démographiques qui font que les populations sont en pleine croissance. D'où le fait que le dossier palestinien fonctionne comme un jeu à somme nulle. Vous connaissez le principe d'un jeu à somme nulle. L'avantage de l'un se fait au détriment de l'autre. Le total ne bouge pas. Si vous avez 100, si l'un a 46, l'autre a 54. Et si celui qui a 46 passe à 47, celui qui est à 54 passe à 53. C'est ça le principe du jeu à somme nulle.
Alors, toutes les tentatives de négociation depuis un siècle essayent de casser ce jeu à somme nulle, en général en proposant des améliorations économiques, mais en général, ça ne marche pas. Il y a encore le plan que M. Trump est en train de préparer, qui va probablement être un magnifique flop, s'il y a déjà on le publie. Mais enfin, toujours est-il que ce plan ne fait que reprendre cette illusion économique d'un win-win, comme on dit en bon français, puisque de toute façon, la règle terrible, c'est qu'il y a une dynamique de conflit, c'est que le progrès de l'un se fait toujours au détriment de l'autre. Alors maintenant, on passe à l'enjeu des grandes puissances. Alors, le problème, c'est que la Terre Sainte, elle se retrouve dans une zone mondiale où, depuis un peu plus de 2 siècles, les grandes puissances se jouent à se faire peur. Je dis souvent, c'est pas faux évidemment, que ça a commencé en 1770 quand une flotte russe venue de la Baltique est entrée en Méditerranée orientale dans le cadre de la Xe guerre russo-turque. Et donc elle a traîné ses guêtres, si j'ose dire, pendant 4 ans en Méditerranée orientale, s'alliant avec les uns et combattant les autres, démarrant un rituel qui est celui de bombarder Beyrouth, ce qu'on fait régulièrement depuis. Donc, on est dans un jeu permanent d'ingérence et d'interaction. L'ingérence, c'est quand des puissances extérieures à la région s'ingèrent dans les affaires de la région. Et l'interaction, enfin l'autre, c'est quand les puissances locales font appel aux puissances internationales pour changer les rapports de force dans la région. Le problème suivant, c'est que, en général, quand une grande puissance a un comportement impérial dans la région avec la Palestine, c'est toujours à rebours de ses intérêts ailleurs. Les Britanniques ont découvert très rapidement que c'était bien gentil de faire un foyer national juif en Palestine, mais que ça posait des problèmes avec le reste de la région peuplée d'Arabes. Donc ça, c'était déjà un peu embêtant, mais surtout que la politique menée en Palestine était contraire à l'intérêt de la politique menée en Europe. Je n'ai pas le temps de développer, mais en gros, l'idée, c'est si vous faites l'apaisement par rapport à la montée du nazisme, vous favorisez l'immigration juive en Palestine. Mais si vous faites la guerre au nazisme, vous arrêtez toute immigration juive en Palestine. C'était le dilemme dans lequel étaient pris les dirigeants britanniques à la fin des années 30. Disons qu'il y a une contradiction entre intérêts impériaux et intérêts mondiaux qu'on retrouve aussi dans la politique britannique à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, quand il suit d'un côté les pressions américaines et de l'autre côté le fait que s'ils obéissent aux Américains, toute la région explose et que la domination britannique au Moyen-Orient est radicalement mise en cause. De même, la puissance impériale qui succède, je dis impériale et pas impérialiste, c'est le grand écart américain. Les Américains sont arrivés dans la région par l'Arabie saoudite et par le Golfe durant la Seconde Guerre mondiale. Ils ne sont pas arrivés par la Méditerranée. Et donc, là où ils ont misé au départ, c'est la péninsule arabique. Et ils ne se sont intéressés à la Palestine que pour des raisons de politique intérieure américaine. Et la question de Palestine aux États-Unis n'est pas une question de politique internationale, mais une question de politique intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire que c'était une politique intérieure? Ça veut dire que non seulement il y a les jeux des lobbies et l'électorat juif ou le système de lobby qui peut exister dans le système politique américain, ça fait partie de l'ADN politique américain, mais que plus globalement, les Américains ressentent le sionisme comme quelque chose qui leur est parent. Après tout, d'abord, c'est la Bible, et la culture protestante est fondamentale aux États-Unis. Les protestants étant plus biblistes
que les catholiques. Jamais un protestant sérieux ne pourra dire ce qu'a dit Paul VI, que les Palestiniens, c'est le peuple de la Terre Sainte. Parce que tout simplement, pour un protestant, le mot arabe n'apparaît pas dans la Bible. Même si c'est un peu faux par ailleurs. Mais ça vous donne simplement le système de référence. En plus, la colonisation juive, c'est des pionniers, donc c'est la conquête de l'Ouest. Et enfin, les Arabes, c'est des êtres un peu bizarres qui sont à mi-chemin entre les Mexicains et les Indiens. Et donc, tout ça fait qu'assez peu de sympathie pour l'un. Mais le problème, c'est que les Américains vont continuellement jouer le grand écart, puisque leur investissement géopolitique essentiel est dans la péninsule arabique, depuis la Seconde Guerre mondiale, mais qui sont obligés de gérer le dossier palestinien pour des raisons intérieures américaines plus que pour des raisons. Alors ce sera tout le problème de la stratégie israélienne d'essayer de faire croire qu'Israël est un atout stratégique pour les États-Unis, un asset, comme on dit là-bas, mais qu'on n'a jamais réussi à démontrer qu'Israël était un atout stratégique pour les États-Unis. C'est plutôt une charge qu'autre chose. Donc, c'est les... Alors, je passe sur les questions de processus de paix parce que je n'ai pas le temps, et on va aborder quelque chose qui est plus essentiel dans notre culture d'aujourd'hui, qui est la question des victimes. La question des victimes... alors, il faut d'abord expliquer la spécificité de l'antisémitisme dans les religions concurrentes ou parentes, comme le christianisme ou l'islam. Vous avez nécessairement une hostilité au judaïsme, parce que sinon vous serez juif, puisqu'on est issus du même tronc. Donc, pour les chrétiens, il y avait une hostilité au judaïsme, ne serait-ce que les juifs n'ont pas compris le bon message et qu'ils lisent de façon incorrecte la Bible. C'est pour ça, dans les peintures médiévales, on représente la synagogue, le juif, avec un bandeau sur les yeux, parce qu'il ne voit pas la vérité. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'antijudaïsme. Pour les musulmans, par définition, les juifs et les chrétiens ont des écritures tronquées, et donc leurs écritures ne sont pas totalement vraies. Mais ce que demandent normalement chrétiens et musulmans, c'est que les juifs se convertissent. Et qu'une fois qu'un juif est converti, il cesse d'être juif, puisqu'il a atteint la religion de la vérité, même si dans les détails, les affaires peuvent être plus complexes. Donc ça, c'est l'antijudaïsme. L'antisémitisme, c'est quand on enferme la catégorie de juifs dans une essence permanente, même s'il y a conversion. Le nazi exterminait les juifs, même s'ils étaient convertis depuis leur enfance au christianisme. Donc, l'antisémite définit une essence, et il est défini comme une essence étrangère. Alors, c'est un phénomène qui se crée à partir de 1880 en Europe de l'Ouest. D'ailleurs, c'est le moment où le mot antisémitisme est forgé. Ça se décline ensuite de façon différente. Les Allemands se prennent pour une race, donc les Juifs sont définis comme une race étrangère. Bon, les Français, il est difficile de faire des Français une race, c'est désolant, mais quand vous avez des Provençaux, des Alsaciens, des Bretons et des Basques, sans penser aux Normands et aux Flamands, il est difficile de faire une race française. Et donc, les antisémites français disaient que les Juifs étaient étrangers à l'histoire et à la culture française, à la terre au Mans, selon l'expression de Barès. Autrement dit, nous avons à partir de 1880 ce que j'ai appelé jadis la naissance des idéologies authentitaires. Et je trouve que depuis récemment, on y revient très largement
à l'univers de 1880. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est l'abandon de la Seconde Guerre mondiale. Je pourrais essayer de répondre éventuellement dans les questions, mais l'abandon des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale a été une décision voulue par les démocraties dans le cadre de la guerre. Et on aurait pu faire bien plus que ce qu'on l'a fait réellement. Un simple exemple, ça explique tout. Vous savez que les Anglais avaient décodé les codes militaires allemands. Et donc, non seulement ils avaient les communications les plus élevées, ils avaient aussi au niveau des unités. Et quand l'armée allemande envahit la Russie avec Barbarossa en juin 1941, les Anglais suivent au jour le jour les actes des Einsatzgruppen qui font ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah par balle. C'est-à-dire ils massacrent les populations juives à fur et à mesure que l'armée allemande progresse. Donc les Anglais décodent ça et Winston Churchill reçoit tous les matins dans son bulletin d'information de décodage on a tué 500 juifs ici, 2000 là, etc. Et au bout de 3 semaines, il dit arrêtez, ça ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est savoir si l'armée rouge va tenir ou non, parce que je fais la guerre. Voilà, c'est ça la Seconde Guerre mondiale. Il faut bien l'admettre et le comprendre. Dès lors, on va avoir la mémoire de l'abandon, donc une création de culpabilité qui va d'abord se retrouver dans le plan de partage de 1947 à l'ONU, où à la fois la conjonction entre l'héritage chrétien et les destructions des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, puisque quand on prend les votes du plan de partage, la quasi-totalité des pays qui votent pour le plan de partage sont d'origine chrétienne. Amérique latine, Amérique du Nord, bloc de l'Est, Europe de l'Ouest. Ceux qui votent non sont essentiellement des gens qui ne sont pas de tradition chrétienne. L'Inde, la Chine, enfin bon, etc. La conjonction est particulièrement nette, ce qui fait d'ailleurs que le vote du plan de partage a été possible que parce que la décolonisation a à peine commencé. 5 ou 10 ans après, c'était fini. Les majorités auraient changé à l'ONU, puisque avec les nouveaux pays indépendants, le nombre de pays chrétiens aurait largement diminué en proportion. Alors, l'exode des Palestiniens, c'est un faux problème. D'abord sur 2 points. Le premier, c'est quand il y a de la guerre, il y a de la violence, les civils fuient. C'est une banalité. Des millions de Français ont fui la progression de l'armée allemande en mai-juin 1940. Alors, par ailleurs, vous avez des cas d'expulsion qui ont été bien recensés. Et donc, la question n'est pas celle du départ, mais c'est l'interdiction du retour. On peut discuter ad vitam aeternam, savoir s'il y a des consignes ou non qui ont été données d'expulser les Palestiniens, mais ce qui est clair, parce qu'on les a dans les archives, c'est les instructions pour les interdire de revenir, avec destruction des villages, incendie des récoltes, et ainsi de suite. Donc, sur ce point-là, l'affaire est réglée. Avec ce drame qui s'enclenche, les premiers Juifs qui arrivent en 1948, après le 15 mai 1948, création de l'État d'Israël, ce sont les rescapés de l'Holocauste. Et logiquement, on les installe là où il y a des maisons libres, c'est-à-dire les maisons des Arabes. Et c'est donc là où le caractère tragique de l'histoire se fait. Alors, le mot Nakba, catastrophe, n'est pas un emprunt ou un décalque de Shoah, puisque dès l'été 1948, il a été utilisé par Konstantin Zoreit, qui était professeur à l'université américaine. Et ensuite, il devient d'un usage courant dès le début des années 50 dans la littérature arabe, bien avant que le terme Shoah soit d'usage généralisé. Alors, conflit, quel conflit ? Dans ma jeunesse, enfin une grande partie de mon âge actif, on parlait de conflit israélo-arabe. Parce qu'à partir de 15 mai 1948, on a une guerre entre les États arabes et Israël.
Et donc, ce fait est que progressivement, pour des raisons historiques, le rôle des États arabes va décliner et donc la dimension palestinienne va remonter progressivement. Alors, tout ça va impliquer des positionnements. Pour les Arabes de Palestine, ils deviennent palestiniens encore plus qu'avant, à partir du 9 novembre 1917. Pourquoi le 9 novembre 1917 ou 10 novembre? C'est parce que c'est le jour où la déclaration Balfour est publiée. Elle est du 2 novembre, mais elle n'est publiée qu'une semaine après. Et donc, ils sont ipso facto appelés palestiniens, puisqu'ils ont un sort séparé des Syriens, enfin, ceux qui deviendront ensuite les Jordaniens, des Libanais, et ainsi de suite. Alors, ils hésiteront un moment pour se définir vraiment comme Palestiniens ou comme Syriens du Sud, mais ça, c'est pour des problèmes contextuels des années 1919-1920. Mais en 1920, ils choisissent définitivement de s'appeler Arabes palestiniens. Mais ceci est la même chose que ce qui se passe en Syrie. Dès 1918, les Syriens, enfin le royaume arabe de Syrie, s'est défini comme Arabes syriens. Al-Umma Souriya, Al-Arabiya. Donc les Palestiniens font ce que j'appelle la formule arabe plus. Ensuite, les Égyptiens deviendront les Arabes égyptiens, et puis ensuite les Algériens deviendront les Arabes algériens, et ainsi de suite. C'est la formule arabe plus qui caractérise la totalité des pays arabes, sauf quand le pays appartient à une monarchie, comme l'Arabie saoudite ou la Jordanie. Donc, quand vous êtes dans un conflit, vous cherchez des alliés. Et donc, dans la mesure même où les Arabes de Palestine ont rapidement compris qu'ils ne trouveraient pas d'alliés en Europe, ils se sont tournés vers ailleurs. Et cet ailleurs était d'abord de créer une solidarité musulmane dès le début des années 1930. Et donc, ils ont travaillé, intéressé l'ensemble du monde musulman à leur cause, et en particulier les musulmans indiens à l'époque. Le résultat a été la création d'une situation absolument catastrophique dès le courant des années 30 qui a opposé monde juif à monde musulman dans le contexte de la destruction des Juifs d'Europe. C'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire dans l'histoire. Et donc, de façon inexorable, après 1948, ça va conduire à la disparition quasi totale, enfin il reste quelques résidus aujourd'hui, des Juifs dans le monde musulman. Ensuite, toujours dans la recherche des alliés, vous aurez le tiers-monde contre l'impérialisme, ce qui est tout à fait logique, puisque la Palestine ne peut apparaître aux yeux du tiers-monde que comme le seul cas qui reste de colonisation occidentale dans un pays jadis dominé par l'impérialisme européen. Évidemment, on ne parle pas de la Nouvelle-Zélande ou de l'Australie, ce sont des cas différents, ou de l'Amérique du Nord, bien évidemment. Mais en même temps, vous avez des contentieux qui ont été créés par le premier conflit israélo-arabe et qui sont symbolisés par ce qu'on appelle les armistices de Rhodes de 1949, des contentieux territoriaux, en particulier sur les voies d'eau, et les guerres de 56 et 67 sont plus liées aux contentieux créés par les armistices de 1949 que par la Renaissance palestinienne, même si la Renaissance palestinienne s'effectue au début des années 60. Et c'est là où on va avoir progressivement la constitution de ce qu'on appelle le processus de paix, ce qu'on appelle avec beaucoup de guillemets le processus de paix. Au sommet arabe, le premier sommet arabe du Caire en 1964, en janvier 1964, les États arabes avaient défini le mot d'ordre comme étant la libération de la Palestine
ce qui avait conduit à mettre sur les fonds baptismaux ce qui deviennent dans cette même année l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP. Donc, si vous dites libération de la Palestine, ça veut évidemment dire disparition de l'État d'Israël. En revanche, après le conflit de 67, à la conférence arabe de Khartoum, 1er septembre 1967 de mémoire, le nouveau mot d'ordre qui remplace la libération de la Palestine, c'est la liquidation des séquelles de l'agression. Ce qui, en bon langage diplomatique, veut dire on est prêt à faire quelque chose sur la base du retour des territoires perdus en juin 1967. Ce qui vous explique pourquoi la plus grande partie des États arabes acceptent la résolution 242 du 22 novembre 1967, elle-même formulée de façon tout à fait ambiguë par celui qui l'a rédigée, alors Caradon, qui en plus disait oui à tout le monde, c'est-à-dire aux Israéliens disait ça ne parle pas de l'évacuation des territoires, mais de territoires. Il disait oui, et puis quand les Français disaient mais le texte français c'est l'évacuation des territoires, il disait oui. Donc c'est un texte suffisamment ambigu pour avoir toutes les interprétations, et donc par conséquent tout le processus de paix sera toujours un problème d'interprétation de la résolution 242 jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, le paradoxe de la 242, c'est qu'à la fois elle définit l'objectif des États, c'est-à-dire la récupération des territoires perdus, et en même temps, elle implique quelque part la reconnaissance, ou en tout cas la non-remise en cause de l'État d'Israël. Alors à l'époque, les Arabes pouvaient dire, mais on n'a pas besoin de reconnaître Israël, après tout, les États-Unis ne reconnaissent pas la Chine populaire, ce qui était le cas en 1967. Et donc on jouait évidemment sur les concepts juridiques et sur les mots. Mais le problème était que l'OLP et la révolution palestinienne qui s'enclenche en 1967-68 étaient évidemment opposés totalement à la résolution 242. Donc toute tentative de chercher d'appliquer la résolution 242 amenait une confrontation entre la révolution palestinienne et les États arabes. C'est ce qui s'est passé dans l'été 1970 et que l'on appelle de façon ramassée Septembre noir. Donc, à partir de ce moment-là, pour les États arabes, le problème était à la fois d'entrer dans un processus diplomatique qui leur permettait de récupérer les territoires perdus, tout en ne provoquant pas une nouvelle confrontation avec la révolution palestinienne. Et ceci s'est donc exprimé par la décision du sommet arabe de Rabat en 1974, qui reconnaît à l'OLP la seule et unique représentante du peuple palestinien. Ce qui veut dire en clair, nous les États arabes, on négocie par intermédiaire avec Israël à l'époque, c'était par le biais des Américains, Henry Kissinger et les petits pas, et vous discuterez le volet palestinien le moment venu. Et donc, à partir de ce moment-là, on a une centralité palestinienne parce que l'État d'Israël ne peut pas accepter de négocier avec l'OLP. Et donc, il va chercher de détruire l'OLP en 1982 en envahissant le Liban. Mais du coup, la guerre de 1982 n'est plus une guerre israélo-arabe, c'est une guerre israélo-palestinienne. Et donc, paradoxalement, il renforce la centralité palestinienne en la cherchant à détruire. Et donc tout le processus qui suit de 1974 jusqu'à 1992, la conférence de Madrid, a été de savoir si les Israéliens pouvaient trouver quelque chose qui pouvait remplacer l'OLP. Et comme ils ne trouvaient pas, finalement, ça a été le processus d'Oslo. Alors, nouveau point, parce qu'il faut que j'ai 10 minutes encore à peu près, docteur, un petit quart d'heure.
Donc ensuite, c'est le poids de l'extérieur. Alors, évidemment, c'est un texte qui date un petit peu là, mais quand même. Quand vous allez dans la région, vous avez une impression de normalité au départ. Bon, c'est des gens comme nous, quoi. Bah, ils vont à l'école, ils vont au restaurant, etc. Puis vous trouvez quand même, il y a beaucoup de gens armés. Hein, si vous allez en Israël, Palestine, vous voyez ça tout de suite. Alors, je disais ça, bon, il y a 5 ans, enfin, c'était plus compréhensible. Aujourd'hui, à Paris, vous avez des gens armés avec des mitrailleuses, enfin des fusils mitrailleurs, qui arpentent les rues de Paris de temps à autre. Donc, c'est moins évident qu'il y a quelques années. Plus important, c'est que le dossier suit les grandes mutations mentales, culturelles des sociétés mondiales du XXe et du XXIe siècle. Je m'explique. En 1914, à cause de l'Europe, le monde est entré dans une culture de guerre fondée sur l'apologie du combattant. Et ce modèle du combattant a été le modèle dominant jusqu'au milieu des années 1970, non seulement en Europe, mais dans le reste du monde. On retrouvait sa dignité en prenant les armes pour une cause. Bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais en gros, ça revient à cela. Et donc, la victime était un personnage secondaire. À partir de la seconde moitié des années 80, l'élément déclencheur, même si évidemment toute une série d'éléments qui le précèdent, c'est l'arrivée des boat people du Vietnam qui réintroduisent la victime au centre de la problématique. Mais c'est à ce moment-là qu'émergent toutes les grandes ONG contemporaines, Human Rights Watch, MSF, etc., parce qu'ils sont au service des victimes. Donc aujourd'hui, on ne va plus s'engager en prenant les armes pour une cause, mais en servant dans une organisation humanitaire les victimes. Et donc, on est entré dans le paradigme des victimes et non plus dans le paradigme du combattant. Alors, en Israël-Palestine, le paradigme du combattant était dominant. Le juif allait en Terre Sainte, en Palestine, en arrière d'Israël, pour ne plus subir. Et donc, il retrouvait sa pleine dignité d'être humain en devenant un combattant. Et ensuite, le Palestinien, c'est par les armes qu'il resterait sa dignité humaine. Et donc, les images de les uns et des autres, avec un décalage chronologique, étaient parfaitement intégrées dans l'image du combattant. Aujourd'hui, on est dans l'image de la victime. Alors, qu'est-ce qui caractérise la victime absolue? C'est l'enfant. Donc, dès que vous avez la moindre violence, on va ostensiblement montrer les cadavres d'enfants victimes de cette violence, alors que dans le paradigme de combattant, on ne montre pas les cadavres de civils en général. Et donc, que ce soit dans un camp ou dans l'autre, on a une débauche absolument obscène de corps d'enfants dans les images qui renvoient ensuite à des imaginaires ou à des réseaux symboliques beaucoup plus anciens que cela. Du coup, chacun se définit comme étant une victime aujourd'hui. Les Israéliens vont se définir comme étant les victimes, les descendants des victimes de la Shoah, etc. Du coup, les Palestiniens vont dire qu'ils sont les victimes des victimes. Du coup, les Juifs originaires des pays arabes qui ont été victimes des Arabes vont dire qu'ils ont été victimes des victimes des victimes. On est dans ce que les sociologues du contemporain appellent la concurrence des victimes. Et en particulier dans le dossier Israël-Palestine, la concurrence des victimes est devenue un élément central de la perception du conflit. Alors, pour les solutions, s'il y en a une. La solution des deux États, d'abord. Elle est indispensable, je vous le dis tout de suite. On ne peut pas penser à un État unitaire. D'abord, les différences de niveau de vie sont telles. Et ensuite,
tout simplement, ce sont deux causes nationales. Ce sont deux causes nationales, donc tout le monde veut son drapeau, son hymne national, son monument aux morts, ses héros. Et donc, la victoire de l'un, c'est toujours la défaite de l'autre. Ah, vous savez, bon, les Français ne comprennent jamais les Anglais, pourquoi ils donnent des noms de défaites à leur gare, Waterloo, etc., ou Trafalgar. Bon, c'est la situation, c'est que les gens ont besoin de leurs symboles nationaux, de leurs personnages héroïques, qui sont évidemment des êtres abominables pour l'autre camp. Mais donc la solution des deux États est la seule qui puisse donner une satisfaction identitaire aux deux. Néanmoins, disons-le tout de suite, la Palestine mandataire, c'est 22 000 et quelques kilomètres carrés, c'est en gros un gros département français. Ça veut dire que c'est tout petit. Et si ça veut dire que c'est tout petit, vous ne pouvez pas séparer. Tous les réseaux sont mixtes. Tous les réseaux téléphoniques, d'électricité, de ravitaillement en eau, etc., sont communs. Vous ne pouvez pas séparer les réseaux. Donc, en réalité, la solution aux deux États ne peut être qu'une fiction juridique pour créer un partenariat égalitaire permettant de gérer en commun l'espace. Est-ce qu'on s'en approche? Non. On y a été un peu proche dans les années 90. Maintenant, on s'en éloigne à toute vitesse aujourd'hui, et c'est malheureux. Mais ça reste la seule situation. Alors, pourquoi dans tout ça? C'est que tout simplement, il faut cesser de penser la science politique ou l'histoire de façon unilatérale. Ce n'est pas parce qu'un groupe humain est telle chose qu'il n'est pas aussi autre chose. Le sioniste est un mouvement d'émancipation, voire d'auto-émancipation du peuple juif. On pourrait revenir éventuellement dans la discussion sur ce point, mais c'est aussi un mouvement de colonisation. Il est l'un et l'autre. Et l'un n'interdit pas l'autre. Donc, on est tout simplement, comme le montre le problème que c'est un jeu à somme nulle, on est dans ce qu'on appelle banalement une colonisation de peuplement. Quand les Français ont réfléchi au contenu de la déclaration de Balfour, ils ont fait venir un spécialiste de l'administration coloniale française pour plancher à Paris. Et le type fait son rapport au début de 1918. Il dit, ce qu'ils veulent, c'est faire une colonisation de refoulement, comme nous l'avons fait en Algérie. Puisqu'à l'époque, on parlait crûment. Bon, on a échoué en Algérie, ils vont échouer. En gros, c'est ça l'avis du spécialiste colonial français en 1918. Il fait totalement l'assimilation à l'Algérie. Et en effet, en général, les colonisations de peuplement, c'est le piège le plus mortel qui puisse exister en histoire. Pour une raison très simple, c'est que celui qui colonise voit dans celui qui est colonisé celui qui veut le rejeter à la mer, donc qui est sa propre mort. Et celui qui est rejeté à l'intérieur voit dans celui qui le rejette à l'intérieur sa propre mort. Donc, toute situation de colonisation, de peuplement ne peut provoquer que de la violence des deux côtés. Et c'était la situation que les Français avaient en Algérie, c'était la situation que les Britanniques avaient au Kenya et en Rhodésie. Alors, il y a eu quelques exceptions dans l'histoire, bon, pas là où les indigènes ont été éliminés, comme en Amérique du Nord ou en Australie. Il y en a eu en Nouvelle-Zélande, où en effet le problème a été réglé de façon différente. J'ai été très frappé, vous avez vu toutes ces images après l'attentat en Nouvelle-Zélande, les jeunes blancs néo-zélandais faisant des haka maoris
c'est-à-dire qu'il y a une fusion culturelle qui s'est produite quelque part. Et puis pour l'Afrique du Sud, relativement. Mais pour l'Afrique du Sud, il y a le facteur qu'il n'y avait pas ailleurs, qui était qu'en Afrique du Sud, il n'y avait pas d'opposition religieuse. Les Noirs d'Afrique du Sud et les Blancs d'Afrique du Sud appartenaient grossièrement aux mêmes églises protestantes. Alors qu'en général, dans les colonisations de peuplement, en plus, vous avez un facteur religieux. Quand les Allemands ou les Russes, les Allemands protestants et les Russes orthodoxes colonisaient les Polonais se réfugiaient dans l'identité catholique. Quand les Anglais colonisaient l'Irlande, les Anglais se définissaient comme protestants et les Irlandais comme catholiques. Donc en général, dans les colonisations de peuplement, vous avez un facteur religieux et vous l'avez en Palestine. D'où le fait, j'ai pondu une note sur ça, est-ce que le conflit de Palestine est un conflit religieux? J'ai dit, pour choquer les gens, oui, largement. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, colonisation de peuplement, ça implique un emprisonnement des acteurs. Les deux acteurs sont prisonniers de l'autre. Enfin, chaque acteur est prisonnier de l'autre. Son rêve désespéré, c'est que l'autre n'existe pas ou qu'il n'existe plus. Mais ça ne marche pas. Et ça ne peut pas marcher. Les Turcs ont génocidé les Arméniens en 1915. Un siècle après, ils ont toujours des Arméniens sur le dos pour protester. Vous pouvez refouler les Palestiniens au diable. Si vous les refoulez à des milliers de kilomètres, ils deviennent membres du Congrès des États-Unis. Ce qui s'est passé récemment. Donc, vous ne pouvez pas briser l'emprisonnement. Alors, où se trouverait l'impossibilité, je suis très négatif, d'une solution, c'est que paradoxalement, le sionisme est un échec. Il est un échec en tant que projet de normalisation. Le sionisme se définissait comme un projet qui mettait fin à l'exceptionnalité juive. Or, la situation fait qu'au contraire, cette exceptionnalité ne fait que se renforcer. On le voit exactement dans nos débats d'aujourd'hui. On le voit dans le débat d'aujourd'hui, dans la mesure où vous pouvez boycotter les produits iraniens ou cubains, ou autre personne va vous accuser de racisme. Mais si vous dites boycotter les produits israéliens, vous êtes accusé de racisme, d'antisémitisme, etc. Donc, c'est-à-dire que vous reconnaissez une exceptionnalité à l'État d'Israël. Or, c'est tout le contraire du projet du sionisme. Et comme Israël a besoin d'acteurs, enfin de soutien extérieur, il ne peut jouer que sur son exceptionnalité. Et donc, il se remet en cause son projet lui-même qu'est le sionisme. Vous voyez ce que j'essaye d'expliquer. Et en ce sens, le seul argument que les Palestiniens disposent, ce sont les seuls qui peuvent mettre fin à l'exceptionnalité, en arrivant à la fameuse solution du partenariat dont je parlais tout à l'heure. Alors, je peux transformer ça, si vous voulez, en une formule assez simple. Les Israéliens ont la force, mais ils n'ont pas le droit. Les Palestiniens ont le droit, mais ils n'ont pas la force. Et donc, c'est dans cette négociation de transformer de la force en droit, du droit en force, que peut se trouver une possibilité de sortie. Mais encore une fois, pour l'instant, on s'en éloigne beaucoup plus que se rapproche. 1 heure pile. On va se mettre là-bas, oui.
Merci beaucoup pour cette conférence qui me laisse sans voix. Ça me permet de... Je voudrais donner tout de suite la parole au public, parce que je pense qu'avec toutes les thématiques qui ont été abordées, j'ai noté énormément de questions, mais je pense que vous êtes là aussi pour dialoguer avec Henri Laurence. On prend une question. Oui. Deux questions, pas plus, parce qu'ensuite je ne me souviens plus de la première. D'accord. Bonsoir. C'était très intéressant, très enrichissant. J'avais une petite question, parce que vous n'en avez pas vraiment parlé. Les chrétiens d'Orient, quelle est leur place dans la question de Palestine? Est-ce que ça pourrait peut-être être une solution, ou du moins on n'en entend pas vraiment parler dans cette question tout au long des discours qu'on peut entendre dans les médias ou autres? Donc, voilà, merci. Je réponds tout de suite. Les chrétiens palestiniens ont été les premiers à militer contre le sionisme, d'abord pour des raisons économiques. Comme à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, ils étaient la partie la plus éduquée de la population arabe palestinienne. Donc, ils étaient en concurrence économique beaucoup plus élevée par rapport aux immigrants juifs que les musulmans, parce qu'ils avaient un niveau scolaire, un niveau... Donc, ils étaient dans les mêmes professions, si vous voulez. Donc, ils ont été très tôt les militants les plus forts de l'antisionisme arabe. Et ensuite, plusieurs des grands leaders palestiniens, en particulier Georges Habash, étaient chrétiens. Alors, en revanche, dans les situations d'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, au sens où, quand vous vivez dans une situation de crise, de violence permanente, etc., quand vous êtes X années de combat, d'intifada ou autre, les gens, pour tenir, se réfugient dans la religion. Et donc, souvent, des mouvements qui étaient plutôt unanimes chrétiens-musulmans se transforment au bout d'un certain temps en mouvements qui deviennent de plus en plus ostensiblement musulmans. Et ça arrive à certains moments qu'une partie des chrétiens décrochent pour cette raison. Ça a été le cas durant les deux intifadas, par exemple. Alors, démographiquement, les chrétiens ayant moins d'enfants que les musulmans, leur proportion dans la population arabe palestinienne diminue régulièrement. D'autant plus, et ça c'est valable pour l'ensemble des chrétiens d'Orient, ils ont des relations avec l'extérieur. C'est-à-dire, donc, ils ont partout dans le monde des cousins, des parents, à 2, 3, 4 ou 5 générations. Et donc, vous savez que pour immigrer, c'est d'autant plus facile que vous avez des réseaux familiaux. Il faut penser, par exemple, que le Chili a une importante communauté d'origine palestinienne chrétienne qui date d'avant 1914, et que le premier club de football au Chili s'appelle Palestine. Et on pourrait prendre des exemples du même genre. Ça, c'est valable pour l'ensemble des chrétiens d'Orient. Vous avez des facteurs qui expulsent et des facteurs qui attirent. Et les chrétiens partent d'autant plus facilement que c'est beaucoup plus facile pour un chrétien arabe de partir que pour un musulman. Juste avant de donner la parole à Yvan Sens-Rolieu, finalement, sachant que la démographie palestinienne a souvent été présentée comme beaucoup plus liée au conflit, c'est-à-dire faire des enfants, c'est une arme qu'aux religieux, est-ce qu'on peut la ramener complètement aux facteurs religieux de manière stable dans le temps? Non, pas du tout. Les phénomènes démographiques, les facteurs religieux dans les phénomènes démographiques ne sont que des facteurs secondaires qui peuvent amplifier telle ou telle chose, mais ce ne sont pas des moteurs.
Dans le cas d'Israël-Palestine, d'abord, on voit très bien que la natalité juive n'est pas une natalité de type Europe contemporaine. De mémoire, elle se situe à 2,5 enfants par femme. Donc, c'est très largement au-dessus des standards occidentaux. La natalité arabe, elle suit le même schéma que l'ensemble des sociétés du Proche-Orient avec des effertas, c'est-à-dire qu'elle baisse. Et si vous prenez la Cisjordanie, dans la mesure même où les colonies israéliennes sont peuplées de gens jeunes, vous avez donc le phénomène que la démographie juive en Cisjordanie est pratiquement le même niveau, voire supérieure à la démographie arabe en Cisjordanie. Mais encore une fois, mais ça c'est valable ailleurs, le facteur religieux n'est qu'un facteur secondaire dans les facteurs démographiques. Oui, bonjour, merci de votre conférence et merci aux organisateurs. Moi, j'ai une question qui me préoccupe. C'est sur le contraste de deux discours qu'on entend sur Israël et que j'ai autour de moi d'ailleurs, parce que je dirais que j'ai des amis des deux côtés. Et c'est sur la présentation d'un côté d'une démocratie avec une très grande vitalité en Israël, très moderne, etc. Et puis de l'autre, la présentation d'un État juif qui est de plus en plus, disons, colonisateur, ça c'est sûr, et puis avec une idéologie très pesante, avec une fusion du national et du religieux depuis, qui s'accentue, j'ai l'impression, avec éventuellement aussi les militaires. Donc ça fait penser par certains côtés à l'État français pendant la guerre d'Algérie, dont on ne peut pas dire que tous les ressorts démocratiques étaient resplendissants. Et d'un autre côté, il y a ce discours sur la vitalité de la démocratie en Israël. Je ne sais pas si vous pouvez nous donner un éclairage sur ce point. D'abord, c'est valable pour l'ensemble des phénomènes coloniaux européens, ouest européens, puisque les Russes, c'est autre chose. Plus la démocratisation des sociétés européennes se faisait, plus ces mêmes sociétés se lançaient dans l'aventure coloniale. Il y avait donc une contradiction, c'est une des causes d'ailleurs de l'effondrement des empires coloniaux européens, c'était la contradiction entre la démocratie de la métropole et l'aristocratisme autoritaire des colonies. Ça, c'est une règle fondamentale aussi bien pour l'Empire britannique, l'Empire français, l'Empire belge et l'Empire hollandais, pour prendre les 4 grands empires ultramarins coloniaux européens. En Europe, vous pouviez avoir des États de droit, et l'Allemagne impériale était des États de droit, un État de droit, mais elle pratiquait une colonisation terrible dans la Pologne qui lui appartenait. Et on a souvent mis en parenté la façon dont l'Allemagne de Guillaume II traitait les Polonais avec la colonisation juive en Palestine, parce que beaucoup de cadres d'avant 1914 du mouvement sioniste venaient de l'Allemagne impériale. Et donc transposaient des expériences qui étaient celles des provinces de l'Est de la Prusse avant 1914. Mais c'est tout le problème. À la limite, si l'Afrique du Sud de l'apartheid était une démocratie. Pour les Blancs. Mais elle était une démocratie. Et être une démocratie ne justifie pas les actes que l'on commet. Mais c'était la chose pour la France en Algérie, ou ainsi de suite, je veux dire. C'est les mêmes logiques. Et alors, ce qu'on peut admirer en Israël, c'est une armée citoyenne parce qu'elle est réellement citoyenne. Ce qu'on peut admirer, c'est une police relativement indépendante de l'État qui fait que les premiers ministres sont régulièrement accusés de corruption et que plusieurs
ont été envoyés en prison. Pour cela, quand on connaît le monde arabe, on peut être qu'admiratif de ce que les Israéliens arrivent à peu près à gérer ce genre de situation. Mais si vous allez à un barrage de l'armée israélienne, ça n'a rien de démocratique. J'aimerais vous entendre un petit peu plus sur le rôle des États-Unis d'Amérique. Il semble que ces 30-40 dernières années, ils ont été incontournables. Vous nous avez parlé de l'Amérique protestante, vous ne nous avez pas parlé du lobby juif américain qui est, je présume, assez fort dans cette question. Il y a un certain désengagement des puissances européennes sur la question de la Palestine. On n'a pas vu arriver les Russes encore. Quel serait le rôle, ou quel sera le rôle, ou est-ce que les États-Unis d'Amérique sont vraiment incontournables pour la résolution de cette question de la Palestine? On l'a vu encore récemment avec la reconnaissance de M. Trump sur la souveraineté du Golan, ce qui n'a pas fait plaisir à beaucoup de gens. Est-ce que vous pouvez nous donner vos éclairages sur ces questions? Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, la question pour les Américains, c'est d'abord une question de politique intérieure. Il y a un lobby juif, il existe, mais il n'est pas aussi puissant que certains puissent le prétendre. Ce qui compte beaucoup plus, c'est l'ancrage protestant. Et alors là, ça renvoie à deux choses différentes. D'abord, vous avez une tradition théologique qui date du XVIIe siècle dans le protestantisme, qu'on appelle l'accomplissement des prophéties. C'est-à-dire que c'est une exégèse de l'Apocalypse de Saint Jean qui fait que l'on pense que tous les Juifs seront rassemblés en Terre Sainte et se convertiront dans les étapes de l'accession au millénium, qui est une chose souhaitable. Et donc, cette théologie qu'on appelle l'accomplissement des prophéties, elle est née en Grande-Bretagne dans le milieu puritain du XVIIe siècle à l'époque de Cromwell. Elle a essaimé un peu en Europe protestante et beaucoup aux États-Unis. Donc ça, c'est une première chose essentielle. Et donc, on disait par exemple de Lloyd George, donc le Premier ministre britannique à l'époque de la déclaration Balfour, qui connaissait mieux la carte de la Terre Sainte que celle de la Grande-Bretagne, parce qu'il avait été élevé à la Bible. Bon, le président Carter faisait des Sunday Schools toute sa vie. Et on pourrait multiplier ce genre d'exemple. Le second point, c'est la conséquence indirecte de la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis. Alors, ça peut paraître bizarre, mais en gros, voilà ce qui s'est passé. C'est qu'au lendemain de la guerre de sécession, il y a une espèce de marché qui a été fait. On reconnaissait aux États du Sud la possibilité de maintenir une ségrégation raciale et en échange, ils n'intervenaient pas dans la grande politique américaine. Et donc, on avait cette curiosité absolument extraordinaire de voir les démocrates du Sud, complètement racistes, soutenir toutes les législations sociales des démocrates. C'est la coalition Roosevelt. On a encore vu ce passage absolument extraordinaire d'un sénateur de l'Arkansas qui était William Fulbright, qui était un partisan de la ségrégation raciale en Arkansas, mais qui a été un acteur formidable dans les relations internationales, multipliant les bourses pour les étudiants étrangers, ainsi les fameuses bourses Fulbright. Bon, quand il y a eu la déségrégation raciale dans les années 60, le Sud est passé des démocrates aux républicains. Et du coup, le Bible Belt du Sud est réentré dans la politique américaine. Et avant 1960, enfin disons avant les années 60, les évangélistes ne pesaient pas lourd dans la politique américaine en dépit de la mobilisation religieuse de la guerre froide. Alors que maintenant, ils sont devenus progressivement
un facteur croissant. Et on l'a vu, les premiers évangélistes intervenir, c'était paradoxalement un évangéliste libéral, c'était Carter, qui était vraiment un vrai évangéliste, baptiste. Mais bon, ça ne lui posait pas de problème parce qu'il voulait justement régler la question au nom du problème d'Abraham. Mais ensuite, on a vu, alors là, toute cette droite religieuse de Trump et surtout de Pence et de Pompeo aujourd'hui, qui sont absolument terrifiants, je veux dire. Ils ne croient pas à la théorie de l'évolution, ils ne croient pas au changement climatique, et ainsi de suite. Donc c'est d'abord un facteur. Alors ce qui change aujourd'hui, et de façon considérable, c'est que Netanyahou a trop impliqué Israël du côté de Trump, ce qui a provoqué un choc en retour où toute une partie du Parti démocrate américain bascule dans une hostilité à Israël. Et ça, ces 3 ou 4 dernières années, c'est tout à fait important. D'autant plus que l'aile gauche du Parti démocrate prend maintenant des positions antisionistes, ce qui est totalement nouveau. Et bon, on n'est pas encore capable de mesurer l'ampleur du phénomène, mais ce qui est clair, c'est que le soutien bipartisan américain à l'État d'Israël est en train d'éclater. Mais c'est parce que tout le système bipartisan américain est en train d'éclater lui aussi. C'est aussi une conséquence de la fin de toute politique bipartisane aux États-Unis. Oui, alors moi je souhaitais juste revenir sur une petite phrase qui servait à synthétiser votre position à la fin, à savoir qu'Israël dispose de la force mais pas du droit. Je voulais savoir, est-ce qu'il s'agit là d'un droit normatif, symbolique, ou d'un droit à proprement juridique, parce que j'ai quand même l'impression qu'Israël dispose plutôt des deux, notamment lorsqu'on sait que la Palestine, par exemple, rien qu'à l'ONU, dispose seulement d'une position d'observateur, alors qu'Israël a des leviers justement de droit juridique bien plus importants que la Palestine. Du coup, j'ai envie de dire qu'elle dispose. Bon, d'abord, ça renvoie à un texte très connu, et qui est dans le contrat social de Rousseau, qui dit que celui qui a la force ne peut pas survivre parce que ne serait-ce qu'il a besoin de dormir, donc il devient vulnérable. Donc il ne peut maintenir sa force et sa domination qu'en la transformant en droit. C'est un passage célèbre du contrat social dans mon souvenir. Alors, si vous prenez en droit pur, l'avis de la Cour internationale de justice, dit de l'avis du mur qui doit être de 2003 ou 2004 de mémoire, dit explicitement que l'autodétermination du peuple palestinien est un droit opposable contra omnes. Donc, l'avis de la Cour internationale de justice non seulement définit le droit à l'autodétermination, mais aussi fixe les frontières d'Israël. Ce n'est qu'un avis, mais en termes juridiques, vous l'avez dans cet avis de la Cour internationale de justice. Le juge américain ayant été le seul à voter contre. Bonjour, j'avais une petite question concernant les lieux. Vous nous avez dit au début de la conférence que lieu saint et lieu national se confondent dans cette région. Comment on peut articuler une solution de paix à 2 États alors que justement des lieux sont tous les deux revendiqués par les 2 entités? Vous avez là où frappé, là où ça fait mal. Hein. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Les lieux saints, le problème des lieux saints dans cette région du monde, c'est de susciter, de générer de la violence. Alors ça a été le cas entre les églises chrétiennes au XIXe siècle. Ensuite on les a à peu près mis en ordre. Aujourd'hui ils se sont calmés. On a même vu une chose extraordinaire ces des années récentes, c'est que les églises chrétiennes se sont mis d'accord pour la rénovation du Saint-Sépulcre, ce qui est quand même absolument extraordinaire, quand on connaît l'histoire du lieu. Alors, quand vous avez la mélange du national et du religieux, alors là,
c'est des poudrières. Et bon, c'est une poudrière. L'esplanade des mosquées, c'est une poudrière et ça risque d'exploser à chaque instant. Et d'ailleurs, de l'avis de certains, les prochains événements vont démarrer de l'esplanade de mosquée dans les jours qui viennent. La violence... À la limite, vous pouvez accepter beaucoup de choses, endurer beaucoup de choses, mais quand on touche aux religieux, c'est beaucoup plus puissant que le reste. Justement, je voudrais un petit peu enchaîner là-dessus. Vous avez dit, quand on a parlé de la question démographique, que le facteur religieux était secondaire. Est-ce qu'il ne l'est pas aussi secondaire pour les lieux saints? Parce que quand on vous lit, parfois on voit que les choses, que le facteur religieux, c'est aussi l'objet d'une construction, de mobilisation, et ce n'est pas une essence en soi. Et vous le montrez très bien dans... Vous savez, c'est toujours le même problème. Les sciences sociales ne peuvent exister qu'à partir du moment où on postule l'existence d'un certain déterminisme. Et donc, tout ce que les humains font est par nécessité une construction, quelle qu'elle soit. Michel Foucault avait utilisé un très bon terme plutôt que construction, il utilisait configuration. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser configuration que construction. Et ça revient aussi tout le débat qu'on a aujourd'hui sur le religieux entre mes chers collègues qui disent que les uns ont islamisé la violence et que l'autre, c'est l'islam qui a provoqué la violence. Mais si vous aviez connu quelques décennies auparavant l'analyse du marxisme par des Raymond Aron et autres, il parlait de religion séculière. Et donc, on expliquait la violence marxiste communiste par la nature religieuse du mouvement marxiste. Tandis qu'aujourd'hui, on dit l'inverse. Donc, on est toujours dans l'ambiguïté en sciences sociales par rapport au phénomène du religieux, même si à côté, on a créé des sciences du religieux qui sont là. Bon, le sacré, c'est différent parce que tout le monde peut admettre que le sacré n'est pas nécessairement de nature religieuse. Vous êtes sacré dans un tribunal, vous avez des rituels, vous avez une sacralisation profane des monuments aux morts, des hymnes nationaux, ainsi de suite. Mais sur le terme... les chrétiens sont hors jeu dans l'affaire, de toute façon. Mais aussi bien pour les musulmans que pour les juifs, la dimension nationale identitaire passe par la religion. Même si potentiellement les Arabes sont plus laïcs que les Juifs. Par définition, vous ne pouvez définir une identité juive que par une référence religieuse. C'est tout le problème, aussi bien des législations antisémites, des lois de Nuremberg, que de la loi du retour. Vous ne pouvez nécessairement définir quelqu'un comme juif du point de vue juridique qu'en lui renvoyant à une identité religieuse à un moment précis de lui ou de sa généalogie. Et du coup, les Israéliens sont obligés de distinguer entre la citoyenneté et la nationalité. Et donc, dans un système colonial, un musulman pouvait devenir français. Et français à part entière. Un arabe israélien ne peut pas devenir juif, à moins qu'il se convertisse. Et donc, vous avez cette dimension qui se trouve là. Alors, au-delà, alors pour les Arabes,
Vous avez eu des nationalistes arabes chrétiens, des grands, y compris des grands théoriciens du nationalisme, ils ont toujours reconnu l'islam au moins comme une dimension culturelle de l'arabité. Michel Aflaq, etc. Il y a des textes tout à fait célèbres de ce point de vue. Alors, si j'ai le temps, je peux revenir en arrière sur le sionisme. Dans les classes, on vous explique qu'il y a 2 formes de nationalisme. Là, en fait, il y en a 3. La première forme de nationalisme, c'est le nationalisme à la française, puisque c'est les Français qui l'ont inventé. On est désolé, c'est nous qui avons fait ça les premiers. On ne peut pas nous remercier nécessairement. C'est la notion de nation citoyenne. Avec la phrase célèbre de Renan, la nation est un plébiscite de tous les jours, c'est un vouloir vivre ensemble. La définition allemande faisait la nation par rapport à l'histoire, à la culture et à la race, au terme quasiment biologique. Alors pourquoi les Allemands sont devenus d'une race, ça c'est un autre problème, mais je n'ai pas le temps de l'expliquer ici. Donc la distinction était claire quand on se posait la question de l'Alsace. L'Alsace était française pour les Français, puisque les Alsaciens avaient décidé d'être français, tandis que pour les Allemands, elle était allemande parce qu'ils étaient de culture, de langue, de patrimoine allemand. Donc ça, ce sont les 2 schémas de la nation classique. Mais on oublie le troisième. Le troisième, il s'est créé dans l'axe entre la Baltique et la Méditerranée. La nation se définit par rapport à 3 éléments. Elle se définit par une langue, par une religion et par un héritage historique. Toute nation entre la Baltique et la Méditerranée, sauf les Tchèques à peu près encore, définissaient leur nationalisme en étant une langue, le grec, le serbe, le bulgare, le croate, le hongrois, le polonais, le russe, donc une langue qui est associée à une religion, dans la région essentiellement l'orthodoxie, sauf pour les Polonais qui sont catholiques, et les Hongrois aussi, et l'exemple d'avoir un grand État qui a existé, soit récemment, soit de façon plus ancienne. On était grec parce qu'on parlait le grec, on était de religieux orthodoxes, et on descendait des Grecs de l'Antiquité. C'est ce qu'on appelle le philhellénisme ou l'invention des Grecs. On était serbe parce qu'on était orthodoxe, qu'on parlait le serbe et qu'on descendait du grand royaume de Serbie du Moyen-Âge. On était bulgare parce qu'il y avait eu un empire bulgare, on parlait bulgare, on était orthodoxe. Donc les 3 étaient orthodoxes, mais se massacraient mutuellement, parce que la religion n'était pas un facteur d'unité dans cette affaire. Les Polonais étaient catholiques, et parlant polonais, c'était le royaume de Pologne. Les Russes étaient orthodoxes par les Russes. Donc un juif ne pouvait pas être polonais ou russe, puisqu'il n'avait pas l'orthodoxie ou le catholicisme. D'où cette logique qui était celle de cet espace-là, que les Juifs, même s'ils pouvaient avoir la totalité du patrimoine culturel et linguistique de la région, étaient considérés comme étrangers puisqu'ils n'avaient pas la religion. Alors, ce que fait le sionisme, c'est la même chose. Le sionisme se construit sur la même triade. La langue, bon, on ne l'a pas, on l'invente. Donc, c'est l'hébreu moderne. La religion, c'est le judaïsme. Bon, les rabbins sont contre nous. Ah bon, on va faire un sionisme religieux, et maintenant ils ont gagné. Le judaïsme religieux a basculé dans la plus grande partie du côté du sionisme, mais ce n'était pas le cas avant. Et le royaume antique, c'est l'État d'Israël de l'Antiquité. Et donc le sionisme transporte avec lui ce même code génétique qui est celui des nations d'Europe centrale et orientale, avec ce référent religieux. Tandis que le nationalisme arabe, en théorie, est plus laïque. Je dis bien très largement en théorie. Mais voilà, donc, sur ce point.
Cela dit, vous n'aurez pas un chrétien à la direction d'un État musulman aujourd'hui. Ça a été possible au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En des pays comme la Syrie, on a eu des premiers ministres chrétiens. Mais aujourd'hui, c'est plus pensable. Bonjour. C'est une question peut-être un peu large, mais j'aurais voulu savoir peut-être un peu le rôle ou le non-rôle des États arabes maintenant, dans les nouvelles configurations depuis 2011. La position officielle des Par États rapport à arabes, l'Égypte. c'est celle du sommet arabe de Beyrouth de 2002. La paix totale contre le retrait total des territoires occupés et la création d'un État palestinien. Et ça reste la position officielle, régulièrement répétée par les autorités politiques, y compris d'Arabie saoudite, aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on appelle le plan arabe de Beyrouth, et c'est, au moins en tout cas, officiellement, la position de l'ensemble des États arabes. C'est autre chose. Mais officiellement, ça reste celle-là. Alors, je vous remercie, je remercie le professeur Henri Laurent, je vous remercie toutes et tous pour votre présence, et donc pourrez peut-être poursuivre ces échanges autour d'un apéritif. Merci.